Bon, donc on disait, on peut y aller? Oui. Donc je te demandais, est-ce qu'on regroupe les courgettes ensemble, les aubergines ensemble, les blettes ensemble, ou bien est-ce qu'on les disperse? Parce que si j'ai bien compris, quand on met des plantes ensemble, toutes de la même espèce, s'il y a un ravageur qui vient avec sa famille, il se goinfre de toutes les plantes voisines et en fait il ravage tout, alors que si on les mélange, autour, il n'y a plus rien à ravager et en fait il fait moins de dégâts. Comment il faut faire? Est-ce qu'on peut faire pousser tout ça sous une forêt? Est-ce qu'il faut mettre des canines? Première question déjà. En fait, ce qu'il faut absolument, c'est avoir des plantes, moi j'appelle compagnes ou fertilitaires. Donc des fertilitaires qui vont fertiliser le sol. Alors, en plus de produire quelque chose qui voilà, c'est-à-dire qu'au même endroit, en fait, tu plantes tes plantes, on va dire. En fait, séparer les fonctions, c'est pas très évident parce qu'il y a des plantes qui sont à la fois fertilitaires et alimentaires, par exemple. Mais admettons que tes plantes dites de récolte, ce que tu veux vraiment récolter, tu dois les mettre dans une espèce de jungle, en réalité. On parle de plantes herbacées, maraîchage, là, potager, hein, d'accord? Potager, voilà. On va les mettre dans une jungle d'espèces herbacées, fertilitaires. Donc, par exemple, le liseron, c'est fertile? Non, là je parle d'autre chose. Après on parlera des mauvaises herbes après. Ce qu'on appelle mauvaises herbes, qui en fait sont aussi fertilitaires, on verra. Mais donc c'est pas la peine de les retirer? Non, mais d'abord comprenons qu'on a notre jungle. Donc c'est quoi ces espèces fertilitaires qu'on va mettre là-dedans? C'est plutôt le contraire. On va mettre nos plantes de culture au milieu des fertilitaires. On va cultiver dans une jungle qui est déjà là. Et cette jungle herbacée, hein, pas une jungle de 25 d'eau, mais une jungle herbacée. Herbacée, c'est les graminées hautes de Non, c'est tout ce qui n'a pas de bois, de lignine herbacée. Le pissenlit est une herbacée, par exemple. Alors, c'est quoi ces plantes fertilitaires? Bien sûr, ça dépend un petit peu des sols, etc. Mais il y en a certaines qui ne marchent pas sur sol calcaire, par exemple. Mais c'est très rare. En général, on va prendre des espèces dont la graine n'est pas chère. Et souvent, ce sont soit des plantes fourragères, soit des plantes dites engrais vert. Donc, des vesses, des féveroles, des moutardes, des radis fourragés, des navis fourragés. Ça peut être... des légumineuses fourragères, du pois carré. Rien de tout ça se mange. Tout de tout ça se mange, mais on ne les met pas pour les manger. Donc ça ne t'empêche pas d'aller en prendre un petit peu, parce que tu en mets beaucoup, on va voir. Parce que la graine ne vaut rien. Donc tu peux manger des feuilles, etc. Mais on ne touche pas les racines. Là. Le but, c'est vraiment de laisser les racines en place, parce que le but, c'est de créer de la fertilité pour nourrir nos plantes de récolte, nos tomates, nos salades et tout ce que tu veux, qu'on va mettre là-dedans. Donc la question qui se pose après, mais bon, ça c'est après, parce qu'il y a un ordre quand même, c'est comment on rend compatible d'implanter nos plantes potagères, qui sont donc des espèces alimentaires herbacées, et non pas des arbres, d'accord, dans un mulch et dans un couvre-sol. Parce que là, on parle d'avoir... Le mulch, c'est ce qu'on appelle le paillage, mais voilà. Alors, non, parce que la paille... je reviens un peu en arrière. Il y a plusieurs types de mulch. Il y a deux types de mulch. Le mulch mort, donc par exemple du broyat de branches, c'est le mulch idéal, à condition d'avoir une bonne granulométrie, de ne pas avoir des bouts trop petits, pas de cire, pas de copeaux. Bon, on pourra revenir sur ça. Mais tu peux avoir aussi du mulch vivant. Et le mulch vivant, c'est rien d'autre que du couvre-sol, un peu densément planté, diversifié par une seule espèce, et que tu vas laisser. Donc les plantes... Voilà, et c'est ça ta jungle, c'est ça tes plantes compagnes fertilitaires. Ça a le même rôle que le paillage. Alors ça, le rôle, ça tient lieu quand même de couverture du sol. Donc ça joue la première fonction du paillage, qui est de ne pas avoir le sol à nu. Mais en plus, il y a les racines qui vivent et qui meurent. Parce que quand tu as des parties aériennes de ton couvre-sol, de ton mulch vivant, c'est synonyme, qui meurent, pour une raison ou pour une autre. Elles se décomposent et elles sont pleines de nutriments. Bon, alors ça fait de la litière, mais quand une partie aérienne meurt, une partie du système racinaire équivalente, enfin, miroir, on va dire, meurt. Oui. Chaque année, un arbre, par exemple, ou une plante perd la moitié de sa biomasse de racines. Et ça, c'est une injection massive de fertilité dans le sol, parce que ça va nourrir les micro-organismes qui sont dans le sol. Qui vont on rappelle que c'est les bactéries et champignons. Bactéries aérobies et champignons. Champignons sont toujours aérobies. Il y a des bactéries anaérobies. Il y en a des anaérobies. Oui, mais alors elles sont plutôt... elles n'ont rien à voir avec la fertilité. Ouais. Soit elles fabriquent des hydrocarbures au fil de l'échelle géologique, soit elles sont pathogènes, le tétanos par exemple, choses comme ça.
Donc ça ne concerne pas du tout. Ça ne nous intéresse pas. Et on n'en veut pas. Oui. Voilà, donc le mulch ou le mulch vivant, couvre-sol, la jungle, espèces fertilitaires, et là-dedans on va cultiver. Et en regroupant donc plutôt les alors, aubergines c'est-à-dire, ensemble. mais non, parce que à partir du moment, entre elles, non voilà, le problème c'est que, enfin, pas le problème, la question c'est que à partir du moment où tu as cette grande diversité et densité de plantes, peut-être 70% de plantes fertilitaires et à peine 30% de plantes on va dire, de récolte, tu n'as plus de mauvaises associations. Donc tu oublies les besoins de rotation, repos du sol, les fraises n'aiment pas, les je sais pas quoi, les trucs qui aiment bien les choses. Tout ça, tous ces livres-là d'agriculture biologique avec tout ça à la poubelle. Les limaces, t'as plus besoin. Ah ben les limaces c'est encore autre chose, mais tu n'as plus les mauvaises associations parce que là-dedans ça grouille de racines. Donc ça grouille, et c'est couvert, donc ça grouille de micro-organismes, et ce sont eux qui vont piloter ce qui est transmis aux racines, indépendamment de ce que relâche la voisine en fait. C'est qu'en fait, les micro-organismes pilotent à la fois la physique, la chimie et la biologie du sol. Même dans des sols salinisés, quand tu as des micro-organismes, tu as un sol couvert, beaucoup de plantes bien diversifiées, bien densifiées, beaucoup de racines, le sel ne passe plus dans les racines. Et donc tu fais pousser en plein désert salinisé des plantes, quand tu as fait ce qu'il faut, quand tu respectes ces clés des systèmes régénératifs. Donc, les micro-organismes pilotent le pH, ils pilotent le C sur M, ils pilotent le rapport RCO, ils pilotent la structure du sol, c'est eux qui la fabriquent, ils pilotent la fabrication des particules de sol, ce fameux complexe argilo-humique, ils pilotent le sel s'il y en a, ils vont amener, ils vont repousser au loin ce qui n'est pas bon pour telle plante, etc. Sachant que chaque racine exude des choses qui vont soit être utilisées par les racines voisines, soit laissées là et recyclées par d'autres, utilisées par les micro-organismes, etc. Donc, tout ça, ça fonctionne de manière optimale selon les lois des systèmes naturels. Et ce dont on s'est privé dans nos systèmes à l'agriculture, parce que le sol est à nu, il n'y a rien de tout ça qui marche. Il n'y a plus de micro-organismes.